Attention, attention. Nous vous demandons votre attention. Attention, attention. Nous vous demandons votre attention. Ne descendez pas de chez vous. Restez derrière vos fenêtres. Attention, attention. Respectez les distances sociales et les gestes barrières. Le collectif est maintenant vient de prendre le pouvoir. Attention, attention, je répète. Le collectif est maintenant vient de prendre le pouvoir. Cessez vos activités, restez derrière vos fenêtres. Je répète, attention, attention, respectez les gestes fenêtres. Restez dans vos gestes sociaux. Attention, attention, ne descendez surtout pas. Attention, 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 tension, 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 tension. Dans un lieu reculé de toute terre, le plus loin de toute civilisation, au beau milieu d'un océan, un alizé frôle la crête des vagues d'une mer paisible. C'est ici qu'à bout de souffle, perdues au bout du monde, deux femmes s'éveillent péniblement après avoir essuyé une énième tempête. Leur corps, endoloris par l'épreuve, marqués par les brûlures du soleil, creusés par le sel et le vent, s'animent lentement sur leur radeau de fortune. Chaque pas est un jeu d'équilibre. Car la nuit dernière, les rafales avaient frappé leur embarcation tellement fort qu'elles sont surprises de tenir encore debout sur ce navire fait main. Comme après chaque tempête, doucement, elles entament une inspection scrupuleuse. La voile a l'air d'avoir tenu le coup. Tout va bien au niveau du veilleur ? Tout semble être en place. La poche de vivres ? C'est bon. Le récupérateur d'eau ? Il semble ok. Pas de fuite ou de corps étrangers dans le réservoir. Bien. Donc tout semble normal. À part 2-3 trucs qui tiennent plus trop, rien de catastrophique. Et de ce côté, l'aquanalyseur, c'est bon. Les outils métriques, c'est bon. Orivision, c'est bon. Attends. T'as pas vu l'ambimétoscope ? Il était attaché à ce bout juste là. Merde, fais chier. Milo ? On dirait que ton émetteur de pensée est défectueux.
Tu as dû prendre un choc la nuit dernière. Toi, ça va? Tu t'es pas blessé? Bien. Répare-le, ce sera plus simple. Bon, d'après les mesures, nous sommes sur une nouvelle parcelle. On a dérivé porté par le courant. Pendant que Milo répare son émetteur de pensée, Poité en profite pour graver sur le pont de leur navire le trajet qu'elle venait de parcourir. Elle a pris habitude de marquer le cheminement de leur périple. C'est donc jour après jour que se forme à même le bois et par de petites entailles une immense cartographie de l'océan. Malheureusement, il y a quelques tempêtes, elles avaient perdu la partie de la carte où figurait leur point de départ, le phare de la Grande Ourse. C'est difficile à paramétrer, mais d'après les calculs et les traçages, nous sommes approximativement à 48 degrés, 35,15 minutes de latitude nord et 58 degrés, 15 minutes de latitude ouest, c'est-à-dire à 1 ou 2 chouettes du méridien de l'ours. À moins que ce soit le méridien de l'aigle. Ça m'a pas l'air très précis. Ne sois pas moqueuse. On n'a aucun repère sur ce rafio mis à part le soleil et les étoiles. Et encore, quand il n'y a pas de nuages. Je savais qu'on n'aurait pas dû partir. Elle-même ne savait pas depuis combien de temps elles étaient parties. Il y a peu, elle vivait encore dans ce phare surplombant l'immensité bleue au centre de l'océan. On y raconte que la lumière qui s'en dégageait était tellement rayonnante qu'elle pouvait guider un capitaine à l'autre bout du monde, même par temps peu clément. Cette architecture des mers était si vieille qu'elle était impossible à dater. Poité en était la gardienne. Elle était obstinée, aguerrie et réfléchie. Elle était accompagnée de Milo, son second. Débrouillarde, de bon cœur et sensible. Leur rôle consistait à garder la machinerie lumineuse située au sommet du bâtiment. Coupées de tout, elles avaient conservé un lien avec le continent par le biais de diverses technologies. Tout allait pour le mieux, jusqu'au jour où elles n'eurent plus aucune nouvelle du monde extérieur. Plus aucun signal, plus rien. Seul le silence d'une pluie bruyante se faisait entendre dans le poste radio, qui normalement était le dernier recours le plus fiable en cas de coupure de réseau. Les semaines qui suivirent, elles eurent beau s'acharner pour faire fonctionner l'engin, rien n'y faisait. Elles étaient seules, sans comprendre pourquoi. Alors toujours rien? Non, toujours rien. Je comprends pas. J'ai pourtant retourné la chose dans tous les sens. Y a rien à faire. De ce que je vois, c'est pas un problème de machine. Y a tout simplement aucun signal. C'est quand même étonnant de ne rien capter après plusieurs semaines d'affilée. Il doit bien y avoir une raison. Ne perdons pas espoir. À un moment ou à un autre, quelque chose va bien finir par arriver. C'est alors qu'elles durent prendre la décision la plus dure de leur vie. Partir à la rencontre ou rester à attendre. Face à ce choix cornélien, leur curiosité et le goût de l'aventure l'emportèrent. Elles rassemblèrent affaires, outils, technologies lumineuses et machines en tout genre pour retrouver un continent. C'est avec la boule au ventre qu'elles partirent un matin de bonne heure. Mais malgré cette décision mûrement réfléchie, une question flottait encore au-dessus de leur tête tel un étendard. Que sont devenus les êtres humains ? Peut-être qu'ils sont tous morts. De quoi tu parles? Les gouvernements, les sociétés, les femmes, les hommes, les enfants, les êtres humains. Peut-être qu'on n'a plus de nouvelles d'eux parce qu'ils ont tous disparu. On en a déjà parlé, Milo. C'est une des hypothèses, mais il n'est pas sage de tirer des conclusions hâtives. Gardienne Poité. Mais je te répète que je ne suis plus gardienne du phare et tu n'es plus non plus mon second, Milo. Alors cesse de te laisser submerger par tes émotions et reste concentré sur notre but. Pousse-toi un peu et respire profondément. Allez. Voilà. Respire. Je pense que la batterie du musicolophone a eu le temps de se recharger. Que dirais-tu de nous mettre ta musique habituelle? On en aurait bien besoin pour se donner du courage.
C'est quoi ce délire? Poété, vous avez vu ça? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est très bizarre. Qu'est-ce que ça peut bien être? L'eau, vous avez vu? Sa couleur, blanc Crème recouvre la houle d'un brillant huileux. À perte de vue, il est impossible de déterminer la fin de la zone dans laquelle le radeau vient de rentrer. C'est très étrange. Vite, l'aquanalyseur. On va prélever un échantillon pour voir de quoi il en retourne. Poïté observe la surface de cette eau étrange dans laquelle elle est tentée d'y plonger la main. Comme ça, juste par curiosité. Le radeau glisse doucement sur cette étendue brillante comme de la céramique. Peu à peu, la surface lisse laisse apparaître des reliefs, de petits monticules flottant parmi le liquide. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Mais réponds, qu'est-ce que c'est? Ce que constate Milo la saisit. En une fraction de seconde, une rafale d'inquiétude vient lui brouiller l'esprit. Le souffle court, elle se tourne vers Poïté pour lui tendre le résultat de l'analyse. C'est à ce moment qu'elle comprenne qu'elle dérive actuellement dans le 7e continent. Un espace de mort où l'eau n'est plus que Plastique? Toute cette mer qui nous entoure en est saturée. Quoi? Bon, réfléchissons. Ça expliquerait cette couleur étrange. D'après les monticules de plus en plus grands que nous croisons, cela fait un moment que tout s'accumule ici. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je sais pas. Il y a des centaines, non, des milliers de contenants en plastique. Qui peut être à ce point en détresse pour jeter autant de bouteilles à la mer? Elles viennent de réaliser l'impensable. Tout ce qui les entourait ici était que déchets jetés par l'homme à la mer. Des traces de la civilisation qu'elles recherchaient tant. Tout se bouscule dans leur esprit et elles comprennent à cet instant précis que toutes ces années, loin du monde des humains, les ont éloignées de cette réalité tranchante. Ce n'est pas un bateau qui s'avance vers nous là-bas? Où ça? Là, sud-est. Donne-moi l'horivision. Au loin, un bruit grandissant surgit dans cette découverte. Un son de moteur essaye de se frayer un chemin dans le 7e continent. Le bruit d'un navire croquant les plastiques à la recherche de carburant, aspirant et broyant les détritus entre ses mécanismes crantés. On a enfin trouvé ce qu'on cherchait. Ça y est! Un signe de vie! Tant de temps à espérer. Je prends le peu d'affaires qui nous reste. Attends. Milo, attends. On dirait que... remet tout ça en place. Il n'y a personne sur ce bateau. Effectivement, personne ne conduit ce bateau. Car il y a quelques années, face à l'accumulation de plastique dans les océans du globe, l'homme dut trouver une solution. Face à la situation aggravante des océans, de nombreuses compagnies s'engagent dans la dépollution des milieux aquatiques, en investissant des milliards dans la création de petits bijoux de technologie, les trieurs des mers. Ces bateaux high-tech utilisent des matières plastiques pour s'auto-alimenter afin de poursuivre la dépollution des océans. L'être humain n'aura plus jamais à se soucier de sa production massive de déchets, puisque les trieurs des mers sont là pour faire le ménage. Le trieur passe à quelques mètres de l'embarcation. Elles comprennent que l'humain a automatisé ses machines pour les envoyer laver ce qu'il a sali. Elles comprennent que cette technologie n'est qu'une excuse pour continuer à produire toujours plus. Des tonnes et des tonnes de matière qui finiront ici. Elles recherchaient les êtres humains, mais elles sont désormais face aux traces qu'ils ont laissées. Des rejets et des machines sans cœur qui n'existent que pour tenter de réparer une fêlure qui ne cesse de s'agrandir. Remué par cette apparition, les yeux de Milo se perdent dans le vague d'un océan de doute. C'est alors
que parmi les méandres de ses pensées, son regard est attiré par un elle ne sait quoi, là, dans l'eau, entre les amas de particules et les plastiques brûlés par les rayons solaires. Quelque chose bouge. Pourquoi tu t'agites comme ça? On dirait qu'il y a un animal là, tout près du filet. Où ça? Là, juste ici. Il a l'air enlacé et bloqué dans un sac plastique. On peut peut-être le sauver. Essaye de l'attraper. Elles observent les cicatrices gravées sur la bête. À peine née, déjà meurtrie, ses orifices crachent ce liquide blanchâtre dans lequel elle s'est vue survivre malgré elle. Un râle de mort tord l'âme des deux exploratrices. Ce bruit horrible leur montre qu'un morceau de détritus entrave la trachée de la créature. Un cri atroce qui crispe, qui fait grincer les crocs. Le petit corps frêle de la bête se contracte, encore, et encore, et encore, jusqu'au craquement. Et dans un son rauque, il finit par cracher tristement sa dernière respiration, avant de s'essouffler dans un silence. Tu ne pouvais rien y faire, c'était trop tard. Ce n'est pas ta faute. Regarde autour de toi. Il n'aurait pas pu vivre plus longtemps. Tu ne pouvais rien y faire. On ne peut rien y faire. Bien, l'eau s'est éclaircie. On dirait que nous sortons de la zone ultra polluée. Il y a de légers courants. Je pense que nous avançons dans la bonne direction. Tu m'entends? Tu n'as pas rebranché ton émetteur de pensée? Je n'entends rien, non. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, pardon. C'est pas grave. Aussi loin qu'elles s'en souviennent, elles avaient toujours vécu dans le phare de la Grande Ourse. Elles avaient construit nombreuses machines en tout genre qui leur avaient servi au maintien du phare, et notamment les émetteurs de pensée. Ces casques leur permettaient de discuter entre elles à plusieurs mètres de distance grâce à la pensée. Le jour où elles commencèrent à utiliser cette technologie, elles ne communiquèrent plus que de cette façon, et en oublièrent le recours à la parole. Ce système était fiable pour communiquer sur le phare,
mais en pleine mer, il souffrait de légères interférences. Si nous reprenons les calculs de notre nouvelle trajectoire... C'est moi qui ai fait ça? Non, je ne pense pas. Ça semble venir d'une machine extérieure. Tranchant le calme de la mer, un drone côtier, programmé pour la surveillance du littoral, s'adresse alors à nos deux protagonistes d'une voix robotique. Il parle de quelle matricule? J'en ai aucune idée. Mais fais attention, j'ai pas l'impression qu'il soit amical. On fait quoi? S'il nous tire dessus, on va y passer, c'est sûr? Attends. Si ce robot a été programmé pour répondre à des ordres, vu la taille de son coffre, il doit être équipé d'une batterie à faible autonomie. Et je ne serais pas surprise que ce type de machine possède un système de sécurité qui le rapatrie en cas d'incident. Donc, s'il est là, c'est qu'on se rapproche des côtes. Qui voudrait dire que si nous arrivons à l'endommager suffisamment, nous pourrions le forcer à rentrer à sa base et que par la même occasion, il nous montrera le chemin pour gagner le continent. Ça peut marcher. Ça va marcher. Et comment on fait? Fais donc diversion en lui signifiant que l'on coopère. Aucun risque qu'il soit préparé à ce que je lui tombe dessus. D'accord. Il m'a compris. Il amorce une descente. Il se rapproche. Attends. Attends encore un peu. Maintenant! Le drone, amoché, réinitialise ses données et fait volte-face. Il tourne alors le dos au radeau pour repartir en ligne droite, vers un camp de réparation. Parfait, il nous donne le cap. Nous n'avons plus qu'à suivre la direction maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Touche au but. Et depuis qu'on est parti, on a croisé que des machines fabriquées par l'homme. Des bateaux recycleurs qui ont fini par se noyer parmi les déchets. Des drones de surveillance qui ont fini par remplacer les oiseaux. La vie, comme on se l'est figuré, a changé de visage. L'être humain a altéré son monde sans s'en soucier. Tu te souviens? On était partis pour retrouver l'humanité. Après ce qu'on a vu, je me demande si elle existe encore. Je sais ce que tu ressens. Je le partage. Mais à ce stade, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Allons au bout du voyage. Dans un lieu reculé de toute terre, le plus loin de toute civilisation, au beau milieu de l'océan, un phare surplombe l'immensité bleue. 2 femmes y avaient vécu avant de le quitter en quête de réponse. Elles avaient poursuivi leur périple pour trouver les êtres humains et n'étaient tombées que sur les séquelles qu'ils avaient laissées. C'est le cœur serré qu'elles se rapprochent des côtes. Seule une question persiste encore dans leur esprit. Comment on a pu en arriver là ?